Vérité au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour le 20h de ce mardi. Au sommaire, le plan de restauration des moyens de subsistance de la plateforme industrielle d'Adeti Copé. La première phase est lancée, un projet en soutien aux communautés qui habitaient ce site. Les populations de la région des Savanes appelées à une mobilisation contre l'extrémisme violent, le ministère des Droits de l'Homme et de la Citoyenneté a rencontré la jeunesse des Savanes à cet effet. Également dans ce journal, la validation du document sur l'action climatique. Les acteurs concernés sont en réunion dans ce sens, document qui fera objet d'une présentation à l'Assemblée générale de l'Union des conseils économiques et sociaux. En savoir davantage dans ce journal. Et puis, célébration de la fête de l'unité allemande. Ce 3 octobre, l'événement est marqué au Togo par une soirée à son ambassade. L'occasion pour l'Allemagne et le Togo de saluer leurs bonnes relations d'amitié et de coopération. Voilà pour les titres. Bienvenue. Nous ouvrons ce journal par le Conseil des ministres tenu ce jour à Lomé. 3 projets de décret examinés, une communication écoutée. Voilà le menu du Conseil des ministres de ce jour. Un conseil présidé par le chef de l'État, Faure Essozinna Gnassingbé. Le projet de décret portant délimitation des dimensions des emprises des routes au Togo, celui portant organisation et fonctionnement du Centre national du cinéma et de l'image animée sont passés au crible. Le compte rendu avec le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayewadan. Communiqué du Conseil des ministres du 4 octobre 2022. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mardi 4 octobre 2022 sous la présidence de son Excellence M. Faure Essozinna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil a examiné 3 projets de décret et écouté une communication. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné en première lecture un premier projet de décret portant organisation et fonctionnement du Centre national du cinéma et de l'image animée CNCIA. Le présent texte, qui crée un Centre national du cinéma et de l'image animée, s'inscrit dans le cadre des réformes engagées par le gouvernement dans ce secteur afin de lui donner un nouvel élan. La mise en place de cette structure permettra, entre autres, d'assurer, avec efficience et efficacité, le contrôle de la mise en œuvre des mesures législatives et réglementaires applicables aux professions cinématographiques et audiovisuelles, contribuer à l'amélioration de l'accès aux partenariats publics-privés et au financement d'organismes internationaux, renforcer la professionnalisation de ce secteur et disposer de véritables industries de cinéma susceptibles de créer de l'emploi et de générer de la richesse dans notre pays. Le Conseil a ensuite examiné en première lecture 2 projets de décret portant délimitation des largeurs des emprises des routes et classification des routes en République togolaise. Ces 2 projets permettront de répondre aux défis auxquels le gouvernement est confronté dans l'exécution de ces projets d'infrastructures routières et de proposer des approches de solutions. En effet, le cadre normatif actuel date de 1968 et n'est plus adapté aux objectifs de modernisation du réseau routier national. Ainsi, la taille des emprises réservées aux voies est devenue obsolète et n'offre plus les facilités nécessaires aux services techniques dans le cadre de la mise en œuvre des projets. Par ailleurs, les textes existants n'intègrent pas la classification des infrastructures routières selon la nature de celles-ci. Or,
Cette classification permet d'identifier les voies et de planifier les actions afin de sensibiliser nos concitoyens sur l'occupation des espaces avoisinant ces voies. L'étude et l'adoption de 2 décrets proposés permettront de faire face aux défis qui se posent et de prendre en compte les enjeux actuels du développement des infrastructures, en particulier en matière d'occupation illégale des emprises des voies. Ces textes feront l'objet d'une étude en 2e lecture afin d'approfondir les échanges. Au titre de la communication, le Conseil a écouté une communication relative au projet de loi portant régime juridique applicable aux entreprises publiques en République togolaise, présenté par le ministre de l'Économie et des Finances. Cette communication vise à présenter au Conseil l'application de la loi relative aux entreprises publiques et les leçons tirées en vue de procéder à sa modernisation. En effet, les entreprises publiques sont confrontées à des défis de gouvernance, de fonctionnement et de performance. Ces structures doivent par ailleurs s'adapter à la modernisation des modes de gestion afin d'améliorer leur performance pour répondre aux objectifs fixés dans le cadre de la feuille de route gouvernementale. Au titre des divers, le Conseil a écouté un compte-rendu relatif à la 3e édition du mois du consommé local. Cette 3e édition, placée sous le thème « Consommation des produits locaux, facteur d'investissement pour les très petites et moyennes entreprises », se déroulera durant tout ce mois d'octobre sur toute l'étendue du territoire. Cette activité, qui sera officiellement lancée très prochainement, permettra de valoriser les produits locaux à travers des expositions et des activités permettant de mettre en valeur le travail des artisans et producteurs togolais. Le Conseil a salué cette activité et encouragé l'ensemble de la population à y participer massivement dans la droite ligne de la vision de la feuille de route gouvernementale qui vise à transformer notre pays en s'appuyant sur les forces de notre économie. Fait à Lomé le 4 octobre 2022, le Conseil des ministres. Le Conseil a examiné le projet de décret portant organisation et fonctionnement du Centre national du cinéma et de l'image animée. En quoi ce centre permettra-t-il de mobiliser des fonds pour les productions locales? Extrait de réponse du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayewadan. C'est une des missions essentielles que le centre s'est assigné ou qui est assignée au centre. On l'a vu, dans notre pays, on va dire des pépites, on a des réalisateurs qui proposent des productions de qualité qui sont reconnues par ailleurs. En matière d'image animée, on a un studio qui a pignon sur rue, Aruka Studio, qui a des collaborations à l'international. Le centre va créer les connexions, déjà pour aller rechercher des financements. Mais à côté du centre, n'oublions pas qu'il y a un fonds qui est dédié à l'activité cinématographique. Et ce fonds-là a pour mission également d'aider les acteurs du secteur pour pouvoir les accompagner dans le financement de leur production. Donc, le centre va ouvrir des pistes, mais il y a également des structures dédiées qui font déjà ce travail-là. Mais au-delà même, si l'on met ensemble autant le centre que le fonds qui est dédié, n'oublions pas que notre pays a une politique plus globale d'entrepreneuriat. Et ce que l'on souhaite, c'est une professionnalisation du secteur. Et dès lors que le secteur sera professionnalisé, en tout cas à une échelle plus élevée, d'autres sources de financement vont s'ouvrir. Aujourd'hui, lorsque vous allez en banque et que vous êtes individu, la captation du financement n'est pas aisée. Mais lorsque vous allez en banque et que vous vous présentez comme entreprise, vous avez de nouveaux champs qui s'ouvrent à vous. Et d'autres mécanismes, même de l'État, en termes de financement des entreprises, peuvent bénéficier aux acteurs du secteur. Et l'intégralité de la conférence de presse animée à la suite du Conseil des ministres de ce jour est à suivre en fin d'édition. La plateforme industrielle d'Adétikopé lance un nouveau projet en soutien aux communautés qui habitaient ce site.
Il s'agit du plan de restauration des moyens de subsistance, un programme pour les accompagner dans leurs différentes activités en vue d'un plein épanouissement du dit canton et qui abrite cet ambitieux projet. Ulrich Amega. La plateforme industrielle d'Adétikopé, le plus grand projet d'industrialisation porté par le gouvernement togolais et le groupe Araïs. Sur cet espace de 130 hectares, occupé aujourd'hui par des entreprises, les populations du canton d'Adétikopé y exerçaient des activités agricoles. Il y a 2 ans, 251 ménages des villages environnants ont été indemnisés à hauteur de plus de 69 millions de francs CFA. Dans le lot, Kouralia, agriculteur. Sur le site, moi je faisais le maïs, le manioc, l'arachide et puis un peu des tomates aussi. Ma femme faisait commerce. Je l'ai augmenté quelque chose pour qu'elle fasse un peu de commerce avec ça. Et c'est de ça qu'on vit maintenant. La cinquantaine est enrôlée automatiquement pour le compte de la mise en œuvre du plan de restauration des moyens de subsistance. Je suis très fier, je suis content. Je vais voir exactement ce qu'on va nous faire. Les différents aspects du projet font objet de débat ici avec les populations du canton d'Adétikopé. Démonstration de la responsabilité sociétale de la PIA. Le présent projet se fixe bien d'objectifs retracés à travers 5 programmes en conformité avec les ambitions de la feuille de route Togo 2025. Nous avons le nombre de performants de SFI, qui est la Société financière internationale, auquel PIA veut se conformer. Nous avons le programme d'appui au développement des activités génératrices de revenus à petite échelle pour les femmes, le programme d'appui au développement des activités génératrices de revenus à petite échelle pour les hommes, le programme d'appui pour les personnes vulnérables, le programme de formation et aussi le programme de recrutement ou bien d'octroi d'emploi. Pour cette première phase, le PRSM va prendre en compte 218 ménages sur une période de 12 mois. Une estimation de plus de 200 millions de francs CFA. Partons maintenant pour la région des Savanes. Le ministère des Droits de l'Homme et de la Citoyenneté s'y est rendu pour une campagne de lutte contre le terrorisme. Pour la paix et le développement, les populations sont appelées à collaborer avec les forces de défense et de sécurité et les autorités locales en signalant tout acte suspect. Gérard Lagoudou, en savoir davantage. La lutte contre l'extrémisme violent est une affaire de tous. Sur le terrain, les forces de défense et de sécurité sont déployées et veillent au grain, parfois même au péril de leur vie. La population est appelée à collaborer en vue de barrer la route aux ennemis de la paix. Le ministère en charge des droits de l'homme et de la formation à la citoyenneté compte impliquer davantage la jeunesse dans ce combat contre les adeptes de la terreur. La jeunesse, parce que c'est elle qui constitue le vivier sur lequel la nation compte, mais c'est aussi le terreau sur lequel comptent les responsables de l'extrême violence. Ils sont chargés d'exécuter une mission qui n'est pas la leur. Et pour mieux combattre le mal, établissements d'enseignement supérieur privé, centres régional d'enseignement technique et de formation professionnelle et lycées sont parcourus pendant 2 jours. Renforcement de la sécurité, la paix et la justice dans la région des Savanes à travers la sensibilisation au civisme, au patriotisme et à la reconnaissance des institutions de la République ont meublé les échanges. Quand il y a l'insécurité, ça bloque tout. Maintenant, nous, sur le terrain, ce qu'on peut faire, c'est apporter notre soutien au FDS quand on voit des gens un peu suspects ou des nouvelles personnes qui prennent des renseignements ou qui prévoient de faire des choses du genre nous recruter. Nous puissions au moins transmettre ces informations aux personnes de droit. Arrivé chez moi, je vais informer les parents, les habitants et mes entourages ensemble pour qu'on lutte contre le terrorisme. Donc, s'ils ont compris le sens du patriotisme, s'ils ont compris le sens du civisme, ce qui est sûr, c'est qu'ils auront compris aussi qu'il faut tout faire pour combattre le mal, pour l'intérêt des populations et pour leur propre intérêt. À l'issue de cette campagne de sensibilisation, des clubs seront formés pour produire des contenus éducatifs dans les établissements et centres de formation dans les savanes. Les mêmes travaux sont également prévus à Sokore dans la région centrale avec le financement du PNUD et l'appui du gouvernement togolais.
Pendant ce temps, à Lomé, plus de 1500 armes récupérées auprès des populations illégalement détenues ont été incinérées ce mardi, ce qui marque ainsi la fin du mois de l'amnistie de l'Union africaine lancée au Togo. Abidé Nyassimbi. Une flamme de paix, rideau sur le mois de l'amnistie de l'Union africaine contre la prolifération des armes légères et de petit calibre au Togo. 1507 armes incinérées pour la paix et la sécurité humaine. Lancé depuis le 7 septembre au Togo, le projet fait taire les armes trouve écho favorable au sein de la population engagée à préserver la paix. Au-delà du lancement, il y a eu d'autres activités, comme le renforcement des capacités qui a consisté à rencontrer un certain nombre d'acteurs impliqués dans le projet, notamment les forces de défense et de sécurité, les chefs traditionnels, les chefs religieux, mais aussi les associations de la société civile, notamment les groupes de femmes et de jeunes. Et les activités de renforcement de capacité se sont tenues à Sokoré, à Dapon et à Kara. Aujourd'hui, disons que c'est la boucle de ce mois-là au niveau national avec l'incinération des armes. Remise volontaire et sans poursuite aucune, s'inscrire et se faire enregistrer comme détenteur des armes pour une meilleure traçabilité. L'Union africaine appelle le continent à adhérer massivement à l'initiative. C'est un bilan positif parce que depuis que l'Union africaine a décidé l'établissement du mois de l'amnistie en Afrique, de sorte que chaque année, durant le mois de septembre, les États africains encouragent ceux qui détiennent les armes illicites à venir les remettre volontairement sans crainte d'être arrêtés, condamnés, avec pour objectif de retirer les armes, donc ces engins de mort de la circulation, car comme vous le savez, chaque fois qu'une arme est retirée, ce sont des vies qui sont potentiellement sauvées. Est-ce que le bilan est positif? Oui, certainement. Il est vrai que ça n'a pas encore mis fin à tous les conflits ou à la circulation des armes légères, parce que 2017, c'est pas loin. Et en temps, il y a eu la pandémie aussi. Il y a encore toujours des conflits. On parle de terrorisme, on parle de conflits armés. Mais à chaque fois que des armes sont retirées, et comme nous parlons de dizaines de milliers d'armes qui ont été retirées de la circulation, c'est déjà pas mal. Il est question maintenant de continuer l'opération et de renforcer, n'est-ce pas, les acquis positifs. Le Togo résolument engagé à faire taire les armes sur son territoire et ses opérations de destruction des armes sont devenues un mécanisme de consolidation de la confiance populaire. Nous l'annoncions en titre, le Togo va très bientôt se doter d'un document sur l'action climatique. Enseignants, chercheurs et experts sont en réunion à ce propos. Après validation, ce document sera présenté à l'Assemblée générale de l'Union des conseils économiques et sociaux et des institutions similaires d'Afrique. Sandra Ziabé. Pour la lutte contre le changement climatique, le Togo s'arme davantage. Enseignants-chercheurs et groupes d'experts intergouvernementaux en rencontre technique. Ici, ils vont valider et doter le Togo d'un document pays pour l'action climatique. Ceci pour retracer les différents niveaux d'engagement du pays dans la lutte et mettre en exergue les éléments qui reflètent la réalité de la politique que mène le Togo. Chaque pays s'organise d'une manière à autre à contribuer ou bien à participer à cette lutte par les mesures d'adaptation et d'atténuation. Donc le Togo aussi n'est pas resté en marge de cette lutte. C'est dans ce sens que nous menons cet atelier. Donc ce document retrace en gros la situation du Togo, la volonté politique du gouvernement dans un premier temps, le cadre institutionnel mis en place et puis également les règlements et ensuite les actions, de sorte que le document pays du Togo en termes de lutte contre le changement climatique puisse être un document assez bien étoffé. Avec ce document, le Togo va participer en octobre 2022 à Rabat au Maroc à l'Assemblée générale ordinaire de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique. Le Togo sera donc à l'honneur au Maroc et aura à intervenir sur les questions liées à l'environnement et les droits de l'homme.
Début ce matin du concours d'entrée à l'INFA de Tové. 848 candidats y prennent part. Les épreuves se déroulent dans les centres d'écrit de Lomé, Palimé, Sokodekara et d'Apaon. Les images du centre d'écrit de Lomé avec Yata Aratem. Contrôle d'identité, distribution des épreuves, et s'est lancé le concours d'entrée au cycle de baccalauréat professionnel agricole et de licence professionnelle agricole à l'INFA de Tové. 848 candidats, dont 215 filles, dans les deux cycles, découvrent la première épreuve de ce concours, la composition française. Le test parle des jeunes. Il parle d'un travail bien fait, comment atteindre son objectif. Moi, je trouve que le test est abordable. Le test n'est pas mal. Nous sommes en face d'une épreuve qui nous parle de l'agriculture au sud du Sahara. Les candidats composeront également en sciences physiques, en mathématiques, en sciences de la vie et de la terre et en construction mécanique. Ce concours répond ainsi à l'engagement de l'État dans sa politique de mettre sur le marché les acteurs compétents à même de relever le niveau de l'agriculture au Togo. La mise en œuvre de notre feuille de route requiert la disponibilité des ressources humaines qualifiées et opérationnelles, que sont ces étudiants diplômés de l'INFA de Tové après 3 ans de formation, dans diverses options. À l'horizon 2025, l'Institut national de formation agricole de Tové entend contribuer davantage à l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs agricoles pour un monde rural de plus en plus prospère. C'est une formation axée sur la pratique. C'est des étudiants qui sortent et directement opérationnels sur le terrain. Ces étudiants sont suffisamment outillés. Nous parlons de l'agriculture, mais notre formation maintenant est digitalisée. Le nombre de places disponibles est de 30 pour le cycle de baccalauréat professionnel agricole et de 35 pour le cycle de licence professionnelle agricole. De 2000 à 2021, l'INFA de Tové a formé 1389 professionnels agricoles, dont 214 filles, et recyclé plus de 10 000 entrepreneurs agricoles. Une vingtaine des formés ont créé leur propre entreprise agricole. Cette information du ministre des Armées pour poursuivre les candidats admis au concours d'entrée directe à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises et FOFAT sont priés de se présenter le jeudi 6 octobre 2022 à 7h30 au quartier général de l'état-major général des forces armées togolaises, si à Gouenivé, pour les préparatifs de début de l'année académique 2022-2023. La liste des candidats définitivement déclarés admis sera publiée dans le quotidien national Togo Presse et affichée dans les brigades de gendarmerie nationale des différents lieux de dépôt de dossiers. Les candidats se présenteront au quartier général de l'état-major général des forces armées togolaises munis de leur carte d'identité en cours de validité. Tout candidat qui ne se sera pas présenté avant le samedi 8 octobre 2022 à 7h00 sera considéré comme démissionnaire. Compte tenu du contexte pandémique actuel, le respect des mesures barrières est de rigueur. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le site web du ministère des Armées, le www.defense.gouv.tg. Signé Marguerite Essosamna Nyakade, ministre des Armées. Focus sur l'actualité hors du Togo. En bref, en Somalie, l'attaque de lundi a fait 20 morts et 36 blessés selon le dernier bilan. Attentat revendiqué par les combattants du groupe extrémiste islamique. Cette attaque ciblait le siège du gouvernement local. Local de la ville. Situé à plus de 300 km. Après donc le coup d'État, retour au calme au Burkina Faso dans les rues de Ouagadougou. Une délégation de la CEDEAO est attendue dans le pays. Diffusé par des soutiens de Paul-Henri Damiba, puis posté sur sa page Facebook officielle. Quand a-t-elle été tournée? Il précise lui-même la date du dimanche 2 octobre. Et ces mots révèlent une critique des conditions d'arrivée des putschistes. Quelques unités de nos forces militaires, avec des sympathisants civils et politiques, mus par des motivations individualistes, subjectives
et se prévalant de certaines frustrations, ont convergé de manière massive vers les zones sensibles de la présidence du Faso. Damiba rappelle ensuite sa démission et les 7 conditions acceptées, puis, je cite, « formule des vœux de succès aux nouvelles autorités du Faso ». Par ailleurs, l'ancien président a bien été accueilli au Togo, à Lomé. Le gouvernement togolais l'a confirmé. Le nouveau pouvoir peut donc débuter son règne. Des blindés circulent dans les rues de Ouagadougou, mais la population semble retrouver son quotidien habituel. Le visage d'Ibrahim Traoré s'affiche dans la presse. Et dans les quartiers, les rares à s'exprimer veulent maintenant la paix. Moi-même, j'ai placé mon confiance à Damiba, mais vu un certain moment, je voyais que ça n'allait même pas du tout. On veut qu'Ibrahim Traoré n'a qu'à changer le pays pour toujours, pour que le Burkina reste debout. La rentrée scolaire a eu lieu, pas partout, mais des écoliers, comme annoncé par Ibrahim Traoré, ont bien retrouvé les bancs et les professeurs ce lundi, signe du retour à la normale. Revenons en page nationale avec la fête de l'unité allemande célébrée ce 3 octobre. L'événement est marqué par une soirée à l'ambassade d'Allemagne au Togo. Les deux pays ont salué leurs relations d'amitié et de coopération toujours au beau fixe. Tchaznambaga. Quelques vestiges, des marques au sol. Voici ce qui reste du mur de Berlin. Il y a 33 ans, le 9 novembre 1989, ce pont douloureux de l'histoire allemande, symbole de la guerre froide États-Unis-URSS, tombait sous la pression humaine. Un an plus tard, le 3 octobre 1990, suite à cette révolution paisible, les ex-républiques démocratiques et fédérales d'Allemagne se sont réunifiées. C'est le 32e anniversaire de cet événement historique qui est ici célébré par ce toast à l'ambassade d'Allemagne à Lomé. C'est bien sûr pour nous les Allemands une situation incroyable de vivre l'unité après les années presque directement après la Deuxième Guerre mondiale, séparés dans 2 États. Si on regarde les images de l'époque, c'est encore le sentiment que c'était vraiment un cadeau du ciel pour les Allemands. De l'autre côté, on sait avec la situation actuelle en Europe, ce n'est pas naturel que des choses se développent seulement dans des sens positifs. Donc il faut vraiment travailler pour renforcer l'unité en Europe et pour renforcer aussi la démocratie et la liberté en Europe. Cet événement qui a marqué un tournant décisif dans la vie sociopolitique de l'Allemagne a bouleversé les équilibres géopolitiques, stratégiques et idéologiques dans le monde. En Afrique, son impact est ressenti sous forme de mouvements politiques pro-démocratie appelé Vent de l'Est qui a balayé plusieurs dirigeants sur le continent. Le Togo, qui s'est résolument engagé dans le processus de démocratisation, mène depuis des réformes audacieuses qui ont le mérite de raffermir davantage ses relations historiques et fraternelles avec l'Allemagne. Au fil des années, l'Allemagne et la République togolaise ont su construire et maintenir une remarquable dynamique d'échange et de coopération, sanctionnée par des projets, des chantiers et des réalisations divers dans de nombreux domaines et secteurs, et par la volonté partagée des plus hautes autorités de ces deux pays de hisser à un niveau plus élevé leurs relations de coopération et d'amitié. Cette dynamique de partenariat a connu un développement stratégique en 2018 avec l'adhésion du Togo au Compact with Africa, une initiative fort louable lancée 1 an plus tôt par la République fédérale d'Allemagne à l'occasion du sommet du G20. Dans le cadre de cette importante initiative qui permet d'attirer et d'accroître chaque année les investissements privés et de générer des emplois en Afrique, notre pays, le Togo, s'est engagé avec la République fédérale d'Allemagne dans un partenariat plus ambitieux. La conclusion de ce partenariat pour la réforme entre le Togo et la République fédérale d'Allemagne constitue à la fois un signe additionnel de la bonne santé des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et une reconnaissance des réformes audacieuses engagées par la République togolaise sous le leadership de son Excellence M. Faure Essazimila Gnassingbé.
La République d'Allemagne se dit prête à coopérer avec le Togo dans la lutte contre le terrorisme qui touche le nord du pays. Elle promet contribuer aux côtés du gouvernement togolais dans les efforts de lutte contre les changements climatiques. Nous vous proposons à présent l'intégralité de la conférence de presse du Conseil des ministres du jour. Je m'appelle Ambrosine Koumejro, je suis journaliste à Radio Nana FM. Quels sont le rôle et la mission du Centre national du cinéma et de l'image animée et est-ce que ce centre va proposer des offres de formation aux jeunes qui désirent se former et se professionnaliser? Le Centre national du cinéma et de l'image animée est une émanation du Code du cinéma. Le Code du cinéma a été adopté l'année dernière, en septembre 2021, et ce code propose ou invite en tout cas le gouvernement à opérationnaliser un certain nombre de directions. Auparavant, nous avions la Direction nationale du cinéma et le centre qui est proposé aujourd'hui par décret vient en remplacement de cette Direction nationale du cinéma. Alors, ce centre, qui est un établissement public, va avoir pour mission essentiellement de s'assurer de l'exécution d'un certain nombre de normes législatives et réglementaires du secteur, de la bonne exécution de ces normes-là, mais va aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas douteux d'observer que le secteur est en proie ou est à la croisée des chemins. On est en présence d'un secteur qui génère par ailleurs beaucoup de ressources, mais dans notre pays, nous n'arrivons pas encore à capitaliser sur ces ressources-là. Le secteur rassemble un certain nombre de corps de métier, on pense ainsi aux acteurs, aux producteurs, aux distributeurs, et ces différents corps gagnent à être professionnalisés pour qu'on puisse en tirer le meilleur. Pour parler de professionnalisation, vous l'avez dit, il faut également penser à la formation. Et le Centre national va avoir pour mission de veiller à l'évolution même des métiers du secteur et de proposer aux sectoriels de la formation et de l'éducation des filières à exploiter, puisque en matière de formation, on a le ministère des enseignements primaires et secondaires, le ministère de l'enseignement supérieur, qui sont, entre guillemets, spécialisés dans la formation. Donc le centre va venir en appoint pour proposer des formations. Au-delà, le centre va offrir des possibilités de partenariat à l'international, puisque tout seul, il n'est pas évident de pouvoir aller capter des financements pour pouvoir produire des films ou autres productions audiovisuelles. Donc le centre va favoriser également la captation de ces partenariats. Certains organismes internationaux nous ont recommandé également de mettre sur pied un tel centre pour que notre pays puisse participer à des collaborations internationales. Pour ce qui est, par exemple, des concours internationaux, vous le savez, notre pays participe à ces concours internationaux, des concours de films, par exemple, et sur ces concours-là, il faut une structure à même de pouvoir évaluer les choix de production que notre pays propose à ces concours. Et le centre va jouer également ce rôle. Donc on le voit, le Centre national du cinéma et de l'image animée va couvrir un rayon large d'action et va permettre à tout ce qui concerne le secteur du cinéma et de l'image animée de pouvoir franchir un nouveau cap. Moi, c'est Michel Tchadia du journal Ouara les Vainqueurs. Je voulais voir, comme vous l'avez dit, ici comme ailleurs, les acteurs politiques sont confrontés aux problèmes de financement et leur souci majeur, c'est la recherche du financement. Est-ce que le centre dont nous parlons aujourd'hui peut accompagner valablement les acteurs du cinéma à mobiliser les fonds dans la réalisation de leurs œuvres? C'est une des missions essentielles que le centre s'est assigné ou qui est assignée au centre. On l'a vu, dans notre pays, on va dire des pépites, on a des réalisateurs qui proposent des productions de qualité qui sont reconnues par ailleurs. En matière d'image animée, on a un studio qui a pignon sur rue, Aruka Studio, qui a des collaborations à l'international.
le centre va créer les connexions, déjà pour aller rechercher des financements. Mais à côté du centre, n'oublions pas qu'il y a un fonds qui est dédié à l'activité cinématographique. Et ce fonds-là a pour mission également d'aider les acteurs du secteur pour pouvoir les accompagner dans le financement de leur production. Donc, le centre va ouvrir des pistes, mais il y a également des structures dédiées qui font déjà ce travail-là. Mais au-delà même, si l'on met ensemble autant le centre que le fonds qui est dédié, n'oublions pas que notre pays a une politique plus globale d'entrepreneuriat. Et ce que l'on souhaite, c'est une professionnalisation du secteur. Et dès lors que le secteur sera professionnalisé, en tout cas à une échelle plus élevée, d'autres sources de financement vont s'ouvrir. Aujourd'hui, lorsque vous allez en banque et que vous êtes individu, la captation du financement n'est pas aisée. Mais lorsque vous allez en banque et que vous vous présentez comme entreprise, vous avez de nouveaux champs qui s'ouvrent à vous. Et d'autres mécanismes, même de l'État, en termes de financement des entreprises, peuvent bénéficier aux acteurs du secteur. Est-ce qu'à travers ce centre, il y aura une promotion des films togolais en facilitant leur diffusion sur nos chaînes locales? Alors, le centre aidera, c'est sûr, mais bon, je pense que vous avez le bon interlocuteur en face. Aujourd'hui, nous avons une politique au niveau de la communication et des médias, nous travaillons en lien avec le ministère de la Culture, une politique de promotion des œuvres locales. Et à terme, l'objectif qui est visé, c'est d'avoir, en termes de production diffusée sur les médias publics, une proportion d'au moins 70 à 75% des œuvres qui sont diffusées. Alors, le travail qui est réalisé pour cette diffusion-là consiste en des partenariats que nous nouons avec les producteurs notamment. Et cela impose en tout cas deux éléments. D'abord, la disponibilité du financement, parce que certains producteurs ont la production, mais souhaitent être rémunérés, ce qui est évident. Et la télé, par exemple, doit pouvoir acheter ces productions pour les diffuser. Ça, c'est le premier levier. Mais le second levier aussi, c'est le levier de la qualité de la production. Parce que pour pouvoir diffuser ces productions, il faut que ces productions atteignent un certain niveau de qualité. Donc aujourd'hui, à la télé, par exemple, nous recevons beaucoup de propositions. Ces propositions sont analysées par la division des programmes et un comité. Et une fois que ces productions sont sélectionnées, nous passons un contrat avec les producteurs et à la suite de cette contractualisation, nous les diffusons. Donc aujourd'hui, en lien avec le Centre national du cinéma et de l'image animée, nous allons certainement progresser dans la réflexion en ayant en ligne de mire une fraction très importante de nos productions locales à diffuser sur nos chaînes. Je suis Ramdan Bassina de la télévision togolaise. Dites-nous par quel mécanisme détermine-t-on les dimensions des emprises d'une route au Togo? Est-ce par rapport aux besoins des usagers ou bien aux besoins du trafic? La détermination des emprises. Aujourd'hui, nous avons, on va dire, différents types de routes qui maillent notre territoire. Et désormais, nous sommes aussi un État qui est inscrit dans une communauté économique. Donc depuis, la détermination de la taille des emprises est fixée de façon communautaire. Ce qui fait d'ailleurs que dans la classification des routes que l'on peut avoir, on a les routes communautaires, on a les routes nationales, les routes régionales, les routes communales et puis les pistes rurales. Et au sein de la communauté économique, de la CEDEAO, les routes communautaires ont une emprise d'au moins 70 mètres. Les routes nationales sont de même ordre, au moins 70 mètres, et les routes régionales, c'est au moins 50 mètres. Bon, pour les routes communales, l'on va s'en tenir plutôt aux spécifications des plans de développement communaux, et pour les pistes rurales, on est sur 30 mètres. Mais au fond, il me semble que si on s'en tient à votre questionnement, en réalité, c'est le développement urbain qui impose l'évolution des emprises. Dans le temps, dans les années 60, les routes nationales étaient fixées à 30 mètres, vous voyez. Mais avec l'accroissement de la population, l'urbanisation aussi des villes, il s'est imposé un élargissement de ces emprises. Nous avons constaté que
les initiatives des autorités locales, notamment les maires et autres, pour dégager les commerçants sur les emprises des voies publiques échouent dans la plupart des cas. Alors, quelle stratégie le gouvernement entend mettre en place pour remédier à ce phénomène? Les initiatives prises par les autorités décentralisées, les maires notamment, ont effectivement un succès mitigé. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'État s'implique désormais dans on va dire, la réorganisation de l'occupation de ces emprises. Vous savez, pour pouvoir atteindre ces objectifs, il faut un cadre réglementaire robuste. C'est la première des choses. Et l'État a fait en sorte, par le jeu, n'est-ce pas, d'une communication importante, d'indiquer à nos compatriotes les emprises qui sont les siennes. Les maires, c'est vrai, ont cette mission-là de veiller à ce que ces emprises-là soient dégagées pour que les infrastructures qui sont projetées puissent être réalisées. Et pour pouvoir déguerpir les occupants illégaux de ces emprises-là, les voies qui sont ouvertes sont des voies qui sont prévues par la loi. Aujourd'hui, une stratégie est mise en mouvement par l'État. Cette stratégie s'articule autour d'une communication importante à l'endroit des riverains des emprises pour indiquer tout simplement que dès lors que l'information est communiquée relativement à l'emprise publique, tout individu qui occuperait de façon illégale cette emprise-là se verra déguerpir de cette emprise-là. Et on a déjà eu des situations où des personnes qui ont occupé illégalement ces emprises ont sollicité un dédommagement ou le versement, en tout cas, d'une certaine somme avant de déguerpir. Ce qui est sûr, c'est que désormais, l'État prend ses responsabilités. Parce que la mauvaise foi a été relevée à bien d'endroits où l'information a été bel et bien communiquée, mais nos compatriotes se sont installés en dépit de ces informations-là. Et aujourd'hui, il n'est pas question pour l'État, lorsqu'il décide de mettre en place une infrastructure, de venir dédommager quelqu'un qui, sciemment, s'est installé sur une emprise publique et aujourd'hui refuse, par exemple, de quitter cette emprise. En réalité, lorsqu'on regarde les choses, l'État décide de construire une infrastructure routière sur une emprise qu'il a réservée. Nos compatriotes s'installent et, en dépit de tout, au moment de construire, l'on va nous facturer la construction de l'infrastructure routière. Et l'État va se voir en train de payer en plus des indemnités pour ces individus qui se sont installés sur l'emprise routière. À partir du moment où les budgets ne sont pas indéfinis, vous voyez bien qu'un projet viable peut se retrouver en difficulté parce que l'on n'est pas en mesure de payer ces indemnités, alors même que ceux qui se sont installés l'ont fait de mauvaise foi. Donc, l'État va accompagner ces autorités décentralisées en commençant évidemment par une campagne de communication importante et ensuite en passant par la voie de la sanction pour récupérer ces emprises. Et pendant longtemps, nous avons constaté que certaines entreprises publiques ont été en difficulté en termes de gestion. Donc, est-ce que la réforme envisagée aujourd'hui va permettre d'éviter certains mots comme le népotisme, le favoritisme, et surtout la corruption, qui ont, dans la plupart des cas, contribué à l'effondrement de ces entreprises pour permettre véritablement de relancer les entreprises publiques au Togo? Bon, vous touchez du doigt une problématique qui a trouvé corps dans ce projet, ou en tout cas dans cette communication du ministre de l'Économie et des Finances. Vous savez, les entreprises publiques sont régies jusqu'à présent par un texte qui date de 1990. Alors, ce texte, qui à son époque était une avancée importante, puisque en ce moment-là, on faisait basculer les entreprises publiques en société anonyme avec conseil d'administration, mais avec un conseil de surveillance qui figurait une assemblée générale des actionnaires. Le conseil de surveillance était en quelque sorte l'œil de l'État dans la gestion de ces entreprises publiques.
L'expérience a montré que le regard que l'État pouvait porter sur la gestion de ces entreprises-là n'a pas permis justement à ces entreprises d'échapper à certaines faiblesses de gouvernance. Vous avez cité quelques mots, à ces faiblesses de gouvernance, et n'a pas permis également d'atteindre le niveau de performance espéré. Donc, l'ambition aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce texte soit revu pour donner des armes, non seulement à l'État, dans l'activité de contrôle qu'il peut exercer, mais également d'adapter les organes de gestion actuels, enfin, que l'on connaît classiquement, le conseil d'administration et la direction générale, d'adapter ces organes-là aux nouvelles exigences en termes de gouvernance des entreprises, avec pour objectif d'atteindre des niveaux de performance importants. Vous le savez, une fois qu'on a un cadre qui est solide et qui permet justement d'atteindre ces performances-là, les difficultés que vous avez soulevées pourraient être corrigées. Est-ce que justement ces réformes ou bien cette réforme va permettre de satisfaire les utilisateurs des services publics? C'est une ambition. C'est une ambition parce que vous comme moi sommes des usagers du service public, et l'ambition de l'État, c'est progressivement d'atteindre un niveau de satisfaction élevé des services publics. Vous le savez, lorsque vous avez un service public de qualité, vous participez au bien-être des populations. Et la vision aujourd'hui de la feuille de route est toute tournée vers cette satisfaction-là. Si certains secteurs sont en voie de digitalisation, c'est justement pour atteindre cet objectif de satisfaction des usagers. Les réformes qui sont en vue tendent également à aller dans ce sens. Les gouvernants, c'est le miroir du peuple. Et par rapport au mois du consommé local, est-ce que vous pensez, vous les gouvernants, que vous pensez donner suffisamment l'exemple? Il est difficile de danser s'apprécier, comme on dit chez nous, mais donner l'exemple, c'est l'objectif. Le consommé local a été décidé à un niveau communautaire, et vous avez sans doute vu l'entrain avec lequel le gouvernement togolais s'est aligné sur ce consommé local. Pourquoi? Les raisons sont très simples. Si nous prenons le contexte actuel qui nous invite à une introspection, les crises que nous subissons appellent des réponses endogènes. Et cela résonne parfaitement avec le consommé local dont la promotion est faite. Alors l'exemple que nous donnons, nous pouvons le donner de multiples façons, n'est-ce pas, dans nos actes d'achat au quotidien, dans la promotion que l'on peut faire des entreprises locales et dans notre façon d'être au quotidien. Donc je pense que c'est une exhortation globale qui ne concerne pas que les gouvernants, mais concerne également tous nos concitoyens, de faire en sorte que nos produits locaux soient dans nos premiers réflexes d'acquisition. Et aussi, à partir du moment où nos réflexes d'acquisition se tournent vers nos produits locaux, cela impose, ou en tout cas cela encourage également les producteurs à s'améliorer pour atteindre des standards élevés et nous permettre tous d'avoir une autosuffisance, comme l'on dit. Nous sommes à la 3e édition. Quelle sera la particularité de cette année? Alors, cette année, il y a un focus qui est mis sur les très petites, les petites et moyennes entreprises. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que ces entreprises puissent bénéficier de financement. Parce que bien souvent, vous savez, lorsque l'on démarre, on a besoin d'un coup de pouce pour pouvoir avancer. Et les voies que l'on utilise classiquement pour se financer sont souvent les emprunts auprès des banques. Il nous faut envisager d'autres voies. Nous-mêmes, nous pouvons contribuer à développer ces entreprises parce que certaines d'entre elles ouvrent leur capital. À nous maintenant de nous saisir de ce levier-là. Nous devons consommer déjà pour leur permettre aussi de pouvoir continuer à grandir. Donc je pense aujourd'hui que nous devons regarder résolument autour de nous ce qui se fait localement et participer à sa promotion ou à leur promotion. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo. À suivre le journal de l'économie avec Mathias Touglo. L'édition de nuit sera présentée par Abidé Niasimbi. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous.